Salut. Ça va bien? Merci d'être là. Bienvenue. Je vous remercie. Je vais vous parler un petit peu, vous expliquer comment on en arrive à la pièce qu'on va jouer ce soir, qui s'appelle Paris Noir. Olivier Chaudenson m'a invité pour la jouer, la présenter, et, parce que je crois qu'elle fait le lien avec l'expo qu'il y a à Beaubourg. La personne que j'ai filmée pendant cette pièce, c'est dans la salle, c'est Kevin Donna, il va nous rejoindre tout à l'heure. Il y aura peut-être aussi Alicia Knock, qui est commissaire de l'expo. Et puis Fiona Monbet, qui m'a commandé la pièce Paris Noir. Alors, les deux pièces, ça n'a rien à voir, hein, cette pièce Paris Noir que je vous jouerai tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une autre commande, rien à voir avec l'expo, mais il se trouve que ça a le même titre. Donc on les a alliés. Bon, je sais que c'est pas très clair, mais ça va le devenir. Bon, alors, qu'est-ce qui nous a mené à faire cette pièce Paris Noir? Moi, je suis né en 76. Et puis voilà. Je suis né en 76, j'avais un papa qui était saxophoniste amateur, et il nous faisait travailler en disant les notes, quoi qu'on fasse, ce qui fait qu'on s'est mis, à ma sœur et moi, à entendre les noms des notes quand les sons arrivaient. Taxi, les portes, moustiques, toutes sortes de sons, toutes sortes de choses étaient des notes, des noms de notes. Donc ça m'a bien servi ensuite pour les espèces de techniques que j'ai développées. Donc je vais vous donner quelques exemples ce soir. Alors, par exemple, que vous dire? Oui, alors, conservatoire, ensuite école de jazz. Donc ça c'est pas mal quand même, parce que conservatoire, bon, soi-disant rigueur, bon, c'est pas mal. On a appris des choses comme la dissonance, ou des... Alors, par exemple, je vous fais une petite pièce qui m'est restée de quand on travaillait les pièces classiques. Alors par exemple, il y avait ça. Donc voilà, Debussy. Et puis, après, j'ai fait une école de jazz vers 15 ans, et donc on pouvait jouer ça de cette façon. Donc c'était bien, c'était très instructif de faire du jazz et de la musique classique. Et puis j'ai eu des épiphanies après sur la musique de film. John Williams, Jerry Goldsmith, la musique d'horreur aussi, d'épouvante. Et au bout d'un moment, bon, je passe tout ça, hein, je passe. J'arrive en 2005, il y a la création de YouTube et plein de vidéos et accessibles. Et j'ai pu faire vraiment m'amuser en volant une technique musicale à deux compositeurs qui s'appellent Steve Reich et Hermeto Pascoal. Donc ils ont fait des albums, Steve Reich en 88, un album qui s'appelle Different Trains, qui est vraiment magnifique, où il met en musique les voix de personnel des wagons-lits, sa gouvernante. Et donc c'était une révolution pour moi, ça. Et puis Hermeto Pascoal en 92, Festa dos Deus, un album qui... oui, pareil, il y a des conversations d'une petite fille dans son bain avec sa mère, un discours de politicien qui sont mis en musique, qui sont harmonisés. Donc chaque note, chaque syllabe devient une note. Donc j'ai pris cette technique, puis je l'ai appliquée à la vidéo. Et donc YouTube en 2005, et je me retrouve avec plein de vidéos que je peux mettre en musique. Je ne vais pas vous en jouer là, mais tout ça me mène après à faire mes propres images pour pouvoir mettre en musique les paroles, les sons concrets, etc. Donc je vais vous faire un extrait. Il y a plein de techniques pour faire ça. Par exemple, on est parti en Inde en 2012, on a filmé pour faire un album qui s'appelle Indiamore. Donc j'ai filmé plein de situations, de jeux, de jouage de musique, mais aussi de la vie concrète. Et notamment à Calcutta et dans une école Montessori catholique. Des enfants qui récitent le Notre Père. Donc je trouve la mélodie de leur voix, et cette mélodie, je la prends, je la joue 2 fois, mais sans la voix,
Et la troisième fois, on découvre les enfants qui la disent, qui la chantent. Je vous joue ça. C'est un peu le... Je vais fouiller dans mon ordinateur. Hein. Alors... tac, 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 ouais, pas mal. Ça va? Ouais? For the food we eat. Thank you, God.
Merci beaucoup. Merci, merci. Donc vous voyez, mélodie 2 fois, et ensuite on découvre. Il y a plein de techniques pour faire ça. Il y avait une approche assez documentaire de la chose. J'ai découvert des documentaires comme ceux de Johan van der Keuken. Je ne sais pas si vous connaissez, un documentariste qui a filmé partout dans le monde et qui utilise des images d'anciens films, des sons d'anciens films. Il fait du Lego avec ses images et son son. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a dit qu'on pouvait faire ce genre de film. Et donc je suis parti pour un autre album, je suis allé filmer en Martinique. Alors ça c'était en 2014. On a fait un album qui s'appelle Big Sun, Grand Soleil. Et bon voilà, je vous ai choisi une séquence documentaire, c'est-à-dire que j'ai planqué à 5 du mat dans la campagne martiniquaise pour essayer d'avoir un oiseau qui chante, l'avoir lui à la caméra et son chant. Et ben c'est pas facile, hein. C'est un métier le documentariste en fait. Donc j'ai réussi à en avoir un finalement, c'était donc une femelle merle. Et bon bah si je peux faire un petit élément biographique un peu intime, j'avais passé des vacances en Martinique il y a assez longtemps, je vais avoir 10 ans. J'avais un lance-pierre et j'essayais de choper des merles, quoi. Et j'en ai pas eu de tous les 2 mois de vacances de congés bonifiés. Et fin août, j'ai fini par tirer. J'ai touché une femelle merle et elle est tombée à mes pieds. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête, Christophe. Enfin, voilà, je me suis écœuré moi-même. Et donc là, c'est un petit hommage à cette femelle merle. Donc, non mais ça, ce qui est intéressant en fait dans ce travail, c'est aussi pour moi, hein, c'était le plaisir que j'ai, c'est de prendre un moment, de le figer. Et puis il est là pour l'éternité, quoi. Donc il se répète, c'est la même image, le même son qui se répète, mais comme on change les accords derrière, on a l'impression de voir quelque chose de différent à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas vous chanter ce que fait le merle, mais elle fait mi fa la fa si fa si. Voilà.
Merci beaucoup, c'est gentil. On m'a dit de faire un peu avec des liens avec la littérature ou la poésie. Après, j'ai sorti un autre disque qui était basé sur un livre, un roman, enfin pas vraiment un roman. C'était sur le thème du jeu. Donc on s'est mis à lire des trucs de Caillois, Roger Caillois, sur la catégorisation des jeux. Et puis, le bouquin en question dont était issu l'album, c'était Le jeu des perles de verre. C'était une tentative pour faire poésie et maths quoi, en même temps. Que les maths soient poétiques, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage, Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre. C'est un jeu qui n'existe pas, enfin qui est jamais décrit dans le livre, quoi. Mais moi, j'imaginais des gens en lévitation en train de s'envoyer je sais pas, des cosmologies, des trucs. Bref, on peut imaginer ce qu'on veut. Il y a un seul moment dans le livre où le jeu est décrit. Et ben, je vais vous faire ce passage. Comme ça, je vous aurais fait un petit panel. Et puis après je vous joue Paris Noir. Donc ça s'appelle Loudi, l'album, et le morceau s'appelle Les Règles. C'est les règles du jeu des perles de verre. En fait, au début, c'était un boulier. Les étudiants en musique se le passaient, ils se faisaient des combinaisons avec, puis bon, ça a bien pris, ça a bien plu, et c'est devenu c'est pour les maths, pour l'archi, etc. Moi, je vous le joue, hein. Oui, pour la technique, là, c'est donc le texte. Je me suis dit, il y a un morceau qui s'appelle One Note Samba, je ne sais pas si vous connaissez. This is just a little samba, drift upon one single note. Bon, c'est un morceau qui est fait que sur une seule note. Donc je me dis, tiens, je vais faire ça comme je ne sais pas chanter. Et une seule note. Avec une seule note, on peut voyager quand même. Enfin, je vais vous jouer. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des perles de verre se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Et il joue avec elles, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de perles de verre en joue comme l'organiste de ses orgues, mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. Leurs claviers et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre, et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des perles de verre se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elles, un peu comme au temps où
clavier et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tous les contenus de l'univers. Tous les contenus de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où fleurissaient les arts, un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle, le joueur de paires de verre en joue comme l'organiste de ses orgues. Mais si elles sont une perfection presque inconcevable, leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom, et théoriquement cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Le jeu des perles de verre. 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 Merci beaucoup. Ouais. Bon, ça va être clair, hein, parce que vous voyez un peu la démarche. Vous voyez le truc. Il y a des sons, il y a des images, on les met ensemble, et puis on joue avec, en gros. Les concerts, normalement, c'est avec mon ami et batteur Mathieu Edouard. On est tous les deux face à face et avec l'écran, qui est le troisième joueur, avec tous les personnages qu'on a filmés. Ils sont tous payés. Hein. Ah, c'est important. Et puis déclaré aussi en auteur. Puisque, bah oui, on les joue partout. Donc, voilà. Je vous fais Paris Noir ? C'est ça ? Là, par exemple, il s'est passé combien de temps, d'après vous ? Ouais, 25 ? Ouais ? Bah, c'est le moment, alors. C'était une commande du festival Présence Radio France. Donc, Fiona Mombay, chef d'orchestre fantastique de l'ensemble Miroir étendu, m'a demandé d'écrire une pièce. Alors, eux jouaient une pièce de Steve Reich qui s'appelle City Life, sur les sons de New York. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une pièce sur les sons de Paris. Et Boris Meunier, avec qui je travaille beaucoup, a eu l'idée de demander à Kevin Donna de nous faire sa balade du Paris Noir, de filmer tout ça, de prendre les sons et de le mettre en musique. C'est ce qu'on a fait. On fait ce qu'on dit. Je ne sais pas ce que j'attends, mais quelque chose, je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas, il y a quelque chose... Ah oui, peut-être que vous soyez... que vous m'encouragiez, peut-être. Ouais. Merci.
Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier à Paris. J'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent l'histoire de personnalités du monde noir venues à Paris et qui ont laissé une trace plus ou moins visible. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier à Paris. J'organise les balades du Paris Noir, des visites qui présentent une histoire différente, les parcours de personnalités venues du monde noir et passées à Paris. Passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier et j'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent l'histoire noire de Paris, les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par la ville lumière. La ville lumière. Ok. La ville lumière. Attends. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier, j'organise les balades du Paris Noir qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier. J'organise les balades du Paris Noir, des balades qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, ici c'est Kev Dena, guide conférencier, les balades du Paris Noir. Je raconte les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier et j'anime les balades du Paris Noir, des balades qui racontent les parcours de grandes personnalités venues du monde noir et passées par Paris. Bonjour, je m'appelle Kev Dena, je suis guide conférencier, j'anime les balades du Paris Noir qui racontent l'histoire de personnalités venues du monde noir et passées par Paris. La visite rive gauche, ma visite principale, elle commence place du Panthéon. Le Panthéon, c'est un des rares monuments à Paris, donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire noire. C'est un des rares monuments où on entend parler d'esclavage, de colonisation, d'abolition, de personnalités venues d'ailleurs, etc. Et c'est pour ça qu'on commence ici. On commence ici. On commence ici. On commence ici.
Vers le Café Tournon. Le Café Tournon, c'est un endroit où on peut parler de... Le Café Tournon, c'est un endroit où on peut parler des intellectuels noirs américains qui viennent s'installer à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Donc Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith, etc. Le Café Tournon, c'est l'endroit où on peut parler de la présence des écrivains noirs américains qui sont venus à Paris après la Seconde Guerre mondiale, qui ont choisi de venir s'installer ici, comme Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin ou William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. Chester Himes, Richard Wright, James Baldwin, William Gardner Smith. Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. William Gardner Smith, James Baldwin, Chester Himes, et Richard Wright, et Chester Himes, et James Baldwin, et William Gardner Smith. Et Chester Himes, et Richard Wright, et James Baldwin, et Chester Himes. Let's go. Mais ouais. Le Café Tournon, c'est l'endroit où on peut parler de la présence des écrivains noirs américains qui sont venus à Paris après la Seconde Guerre mondiale, qui ont choisi de venir s'installer ici, comme Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin ou William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. Chester Himes, Richard Wright, James Baldwin, William Gardner Smith. Richard Wright, Chester Himes, James Baldwin, William Gardner Smith. William Gardner Smith, James Baldwin, Chester Himes, et Richard Wright, et Chester Himes, et James Baldwin, et William Gardner Smith. Et Chester Himes, et Richard Wright, et James Baldwin, et Chester Himes. Let's go. Mais ouais.
Ok, derrière moi c'est la Sorbonne, la grande université parisienne. Et en 1956, il y a eu un grand événement, le premier congrès des écrivains artistes noirs, organisé par Présence africaine, une librairie, une maison d'édition, qui en 1956 a eu l'idée d'inviter les plus grands intellectuels noirs pour parler de décolonisation, de culture, du futur de l'Afrique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était une rencontre, on va dire, très masculine. Et quand on regarde les photos, on pourrait penser que c'était comme ça, c'était les années 50, il y a pas de place pour les femmes, etc. Mais en fait, bien avant tout ça, il y a l'œuvre des sœurs Nardal, en particulier Paulette Nardal, qui au début des années 20 est la première femme noire à étudier à la Sorbonne. Et à l'époque, elle étudie la littérature de langue anglaise. Elle est passionnée, fascinée par ce qu'on appelle la Harlem Renaissance, un courant artistique noir qui vient de New York. Et à l'époque, elle se rend compte que des intellectuels de la Harlem Renaissance, des gens comme Langston Hughes ou Claude Mackay, ils séjournent à Paris. Et donc Paulette et ses sœurs, elles vont avoir une idée de génie. Elles vont créer un salon littéraire à Clamart, où tous les week-ends, tous les dimanches, elles invitent des étudiants de la Sorbonne à rencontrer des artistes noirs, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce que les historiens disent, c'est que les hommes qui vont plus tard, dans les années 30, créer la négritude, ont fréquenté le salon des sœurs Nardal. Ils ont probablement été inspirés par des discussions qu'il y a eu dans le salon, mais une fois que eux, ils ont créé leur propre mouvement de la négritude, ils n'ont pas vraiment rendu hommage aux sœurs Nardal. Et donc, il y a toute cette question de la place des femmes noires, de la visibilité des femmes noires, dans tout ce qui est mouvement culturel, intellectuel, dans le XXe siècle. Ces derniers temps, il y a eu plus d'efforts pour mettre du respect sur le nom des sœurs Nardal. Donc voilà, c'est une autre porte d'entrée sur l'histoire noire de Paris, la création de la négritude, etc. Donc oui, la négritude, c'est ce phénomène qui naît dans le quartier latin dans les années 30 avec la rencontre entre Césaire, Damas et Sangor dans le quartier, et qui va être une forme, on va dire, une sorte d'expression de leur fierté, de leur origine africaine, quelque chose qui est censé être un défaut, ils vont prendre pour le retourner et en faire un élément de fierté. La légende raconte, enfin Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça a été voulu parce qu'un jour dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Le nègre vous emmerde. Ah oui. Et donc à ce moment-là, Césaire, excédé, se retourne et répond le nègre vous emmerde. Le nègre vous emmerde. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait aider, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il n'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude.
ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler, hey, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu, le nègre vous emmerde. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler, hey, toi le nègre. Sauf que c'était à la fois trop, qu'il ne l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu, le nègre vous emmerde. Ça aurait été le point de départ de la négritude. Le Paris Noir, il est où aujourd'hui? Le Paris Noir, maintenant il se joue beaucoup dans le 18e, c'est-à-dire qu'autant il y a des trucs historiques dans le 5e arrondissement, de négritude, de présence africaine, etc. Aujourd'hui, par exemple, je pense à la rue Mira, dans le 18e, dans la Goutte d'Or, vers Château-Rouge, où il y a le Nofi Store qui va ouvrir, où il y a un resto-bar qui s'appelle Mama Kossa, pour ceux qui ont la ref. Il y a Maison Château-Rouge, qui est cette marque de fringues qui revendique une identité afro-française, qui fait des collaborations avec Jordan, etc. Donc il y a cette espèce d'identité moderne, afro-française, parisienne du XXIe siècle qui s'affiche aussi là-bas, même si c'est assez contemporain, c'est récent. Parce que là aussi, il y a les deux côtés, il n'y a pas que un côté hyper institutionnel, mais aussi bien évidemment les marchés, la jeunesse, des choses comme ça qui jouent de l'autre côté de la scène. Le Paris Noir, maintenant il se joue beaucoup dans le 18e, c'est-à-dire qu'autant il y a des trucs historiques dans le 5e arrondissement, de négritude, de présence africaine, etc. Aujourd'hui, par exemple, je pense à la rue Mira, dans le 18e, dans la Goutte d'Or, vers Château-Rouge, où il y a le Nofi Store qui va ouvrir, où il y a un resto-bar qui s'appelle Mama Kossa, pour ceux qui ont la ref. Il y a Maison Château-Rouge, qui est cette marque de fringues qui revendique l'identité afro-française, qui fait des collaborations avec Jordan, etc. Donc il y a cette espèce d'identité moderne, afro-française, parisienne du XXIe siècle qui s'affiche aussi là-bas, même si c'est assez contemporain, c'est récent. Parce que là aussi, il y a les deux côtés, il n'y a pas que un côté hyper institutionnel, mais aussi bien évidemment les marchés, la jeunesse, des choses comme ça qui jouent de l'autre côté de la scène.
Merci, merci, c'est gentil. Merci Kevin Donat qui doit être par là. Tu veux me rejoindre, Kevin? Là, en fait, c'est pas vous. Il y a des applaudissements du concert qui s'était enregistré. Ça se mélange. C'est vrai. Bah, est-ce que déjà vous avez des questions, quelqu'un, des questions? Ça finit, les applaudissements. Ils sont en train de finir. C'est parce qu'il y a eu cette fois-ci, il y a eu un rappel. Est-ce que vous avez des questions? Avant de faire cette pièce, moins fort. Okay. J'ai eu pas. Avant de faire cette pièce Paris Noir, est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu avais déjà conscience de l'environnement dans lequel tu évoluais, de te dire que tu avais des lieux où il y avait les sœurs Nardal qui auraient pu traîner, ou James Baldwin, ou d'autres auteurs africains, antillais, afro-américains? Est-ce que tu avais une conscience de ça? Écoute, c'est intéressant que tu me demandes ça parce que, écoute, j'avoue, j'avais déjà fait la balade avec Kevin avant de la filmer, mais les sœurs Nardal, j'avoue que j'ai mesuré mon ignorance à ce moment-là, quoi. Donc c'est un peu grave, mais c'est vrai que ouais, en effet, ils ont été invisibilisés. Non, moi j'étais dans Chester Himes, mes lectures de jeunesse, j'adorais, mais tout ce qui se passait plutôt à New York, les romans à New York, avec Ed Sercueil, Fossoyeur Jones, les détectives, où ça décrit Harlem de façon géniale, dégoûtante, c'est génial. Et donc, oui, je savais qu'ils avaient été à Paris, tous ces écrivains. Je connaissais pas William Gardner Smith. William Gardner Smith, je le connaissais pas. Richard Wright, ouais, je le connaissais. Richard Wright, ok. Et sinon, tu me posais la question sur quoi d'autre aussi? Moi, j'avais conscience que j'avais conscience que les jazzmen étaient arrivés dans les années 20 des États-Unis. De quoi j'avais conscience? Non, j'avais lu Peau noire, masque blanc, donc ça va, j'étais un peu armé, ça va. Quelqu'un d'autre des questions? Plus sur le processus... Je rigole. Quelqu'un veut poser une question? Il y a un absent qui s'appelait Ted Jones. Est-ce que vous en avez entendu parler? Un accent? Un absent. Ah, un absent. J'ai cru qu'il y avait un... Ted Jones? Non. Tu peux nous dire? Alors, en deux mots, c'était un poète... En résumé, c'était un poète noir américain qui est venu en Europe, qui a très longtemps habité Paris et qui s'est installé au Mali, à Tombouctou. Et il est mort en 2003. Oui, j'ai lu. Et en fait, c'était un poète. Voilà. C'est sale? C'est sale. Je sais pas, je te demande comment c'est dur? Oui, c'est... Oui. Ouais. Ok. Ted Jones, ok. Voilà. Je te conseille. C'est gentil, merci beaucoup. Quelqu'un connaissait ou pas? Non, il est dans l'expo? Oui, mais il faut Alicia. Ah bah voilà, voilà Alicia. Alicia Knock qui est la commissaire et Kevin. Bah vous venez? Est-ce que... Ah, Christian, ça va? Oui, ça va. Kevin Donat. Bonjour, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide conférencier, j'organise les balades du Paris Noir. Alicia, Knock. Tu dis Knock, tu prononces le K ou pas? Non. Knock. Bah merci d'être là, merci, c'est très, très sympa d'être venu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça vous a plu? Ça va? Tu la connaissais la pièce? Tu l'avais déjà vue avec l'orchestre? C'est éprouvant. C'est magnifique, c'est génial, mais c'est une épreuve, quoi. Enfin, nerveusement, c'est un truc. T'as de la gênance? De l'agacement contre moi-même. Et il y a sur un les truc... Sur les E? Sur les E et sur il l'a pas pris.
quand je parle de J'aime Césaire. bien ça, il l'a pas pris, c'est très antillais. Justement, on dirait un anglicisme, mais c'est un créolisme. C'est Ipapkoï. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Il l'a pas pris, non, Il l'a pas pris. Il a pas pris, il a dit non, ça suffit. Alicia, tu l'avais mise au vernissage, cette pièce de l'éton expo Paris Noir. Enfin, ton expo. Ouais. C'est un travail collectif. Oui, merci beaucoup, Jaisol. Je suis trop contente d'avoir ce moment. Bon, Kevin est mobilisé par l'exposition un peu tous les jours, donc merci d'être là. Ça se passe très bien, merci à toi. Mais je suis contente qu'on puisse lui trouver un temps dédié, parce que c'est vrai que c'était très important pour moi qu'elle soit dans ce moment d'ouverture, qui était aussi un moment d'envoi collectif, justement, d'une histoire multiple, polyphonique, et qui n'avait pas trouvé sa place dans une institution comme le Centre Pompidou, et qu'elle soit dans ce bruit aussi du vernissage. Mais je suis contente qu'on puisse l'entendre aussi, voilà, vraiment de manière très forte ce soir. C'est une pièce importante pour moi parce que effectivement, on aurait pu commander cette pièce. Puisqu'elle nous fait voyager vraiment dans ce Paris qu'on devine dans l'exposition, mais qu'on ne voit pas. Elle fait des choses que l'exposition n'arrive pas aussi à faire. C'est-à-dire qu'elle nous fait voyager du passé jusqu'au présent. C'est-à-dire qu'il y a ce Paris noir contemporain. Alors même si le 18e est présent à la fin de l'exposition à travers beaucoup de lieux qu'on a essayé de rendre visibles, notamment aux photos d'Amadou. Exactement. C'est un diaporama magnifique où on voit Amadou Gaye, donc un photographe qui était notamment journaliste au journal Sans Frontières et qui a documenté beaucoup de lieux qui se sont formés dans les années 80 et 90 à Paris, le Théâtre Noir de Benjamin Jules Rosette, la galerie Black New Arts qui était dans le 18e, et puis aussi, bien sûr, plein de mouvements de rue, les sapeurs, beaucoup d'ailleurs, le début du hip-hop sur le parvis du Centre Pompidou. Et, le Madras Tati. Ouais. Enfin, ça, je sais pas. En fait, non, mais Tati, tout le monde voit Tati. Tati est présent par le travail de Lamine, oui. De Colibet. Ouais. Bon, je dis Madras parce que finalement, ça peut ressembler à du Madras. Madras de chez nous. Un nouveau créolisme. Ça a été madrassé. Mais aussi, par exemple, voilà, j'étais très heureuse de réentendre le chapitre sur les sœurs Nardel, parce qu'effectivement, l'exposition, elle est aussi concentrée sur une période donnée, et ce qui nous permet pas à la fois d'aller jusqu'au présent, et aussi de remonter aux sources, et notamment voilà, l'importance des sœurs Nardel. C'est vrai que le début de l'exposition est très, très masculin, et de pouvoir vraiment voilà, les voir à l'écran comme ça, en écho à l'exposition, c'est extrêmement important pour moi. Et merci d'être là. Et Kevin, j'ai l'impression qu'il y a ce whodunit, ce thriller, c'est elle appelle Agatha Christie, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est pas Chester Himes, désolé. Désolé. Et je crois que ça sort... Ça sort le 5. Mais t'es donc le premier à l'avoir. Il est tout chaud, je viens de le récupérer à l'éditeur. Venez à la librairie du Centre Pompidou le 5 juin pour le lancement du livre d'équipe. Effectivement, merci Alicia. Le lancement de ce livre, en fait, qui sont mes 3 balades que je propose, qui sont toutes liées à l'histoire du Paris noir, à travers donc, des quartiers, des parcours différents, mais aussi mon regard sur plus de 10 ans de déambuler à raconter cette histoire. Quand j'ai commencé en fait à proposer des balades du Paris noir, moi j'étais déjà guide touristique et je faisais des visites très classiques en fait. Je faisais des trucs, on me donne des touristes américains, je les emmène là et là, mais il y avait une petite musique de fond. C'est que les touristes étrangers qui viennent à Paris pour la première fois sont surpris de la diversité des gens qu'ils croisent dans les rues de Paris. Et il y a une question en fait sur est-ce qu'on peut parler de ces sujets-là en France? On n'est pas censé parler de race, de ces choses-là. Sauf que les touristes étrangers, eux, ils s'en foutent et mettent les 2 pieds dans le plat. Et l'exemple que je donne, c'est imaginer un couple de jeunes, je sais pas, polonais, qui viennent à Paris pour la première fois et qui louent un Airbnb à Château d'Eau. Et après, leur guide, c'est moi. Donc je dois faire le service après. On dit, mais pourquoi? Et donc c'est comme ça que l'idée, sur plusieurs trucs, mais ça a été un truc majeur, en fait, oui, il y a plein de noirs à Paris. Voilà, les touristes le font remarquer, on va raconter cette histoire-là. Est-ce que des gens ont des questions? D'ailleurs, c'est intéressant, juste
Juste pour rebondir, pardon, sur ça et la question qui a été posée tout à l'heure à Christophe, c'est-à-dire aussi de se rendre compte qu'effectivement cette histoire, elle passe toujours par les Américains, que ce soit pour pouvoir produire finalement ces visites du Paris Noir. Maintenant, je vais t'imaginer comme le Merle du Paris Noir grâce à Christophe ce soir. et comme Christophe qui racontait qu'effectivement finalement son accès même à la littérature en dehors bien sûr de Fanon, c'était aussi finalement la littérature noire américaine. Et on espère que l'exposition va aussi donner accès à d'autres sources. Oui. Et aussi pour rebondir sur Ted Jones, qui est effectivement un grand Black Power jazz poet. On aurait pu d'ailleurs effectivement lire un de ses poèmes. Je regrette un peu maintenant que l'intervention a été faite. Mais je voulais juste dire qu'effectivement, c'est un des seuls endroits dans l'exposition où on voit Paris filmé par un des artistes. Et ce qui est une autre très belle chose que tu nous as donné aussi ce soir, c'était de voir Paris, parce que finalement, dans l'exposition, Paris est un objet un peu compliqué, parce que c'est effectivement, c'est un des personnages aussi, un des joueurs, mais c'est aussi une ville, voilà, qui a été imposée à beaucoup de ces artistes, et on n'avait pas envie de donner une centralité géographique, disons, à Paris comme capitale de l'Empire français, mais plutôt on a plutôt pensé Paris à la glissance, c'est-à-dire comme un tout-monde, un lieu de débat, un lieu de rencontre et un espace de circulation transcontinentale. Mais c'est très beau de pouvoir quand même traverser ce Paris, que les artistes, on voit les pieds, de pouvoir imaginer aussi tous ces artistes fouler cette ville. Voilà, j'avais pas des bons plans, là, dans le plat, merci. Je vous présente Fiona Mombay, fantastique. Fiona Mombay, qui m'a commandé cette pièce et qui dirige l'ensemble Miroirs étendus et que vous avez entendu dans la bande et qui sont formidables et qui ont pu jouer ces mélodies en même pas, il y a 3 répètes. C'était un peu dur. Tout ça, c'est des histoires de budget. Hein. Plus il y a d'argent, plus la qualité est bonne. Au bout d'un moment, il y a trop d'argent, fait baisser la qualité, mais on n'en est pas du tout là. Mais merci beaucoup, Fiona. Vraiment, l'ensemble est fantastique. Et tu veux nous dire un petit mot, peut-être ? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens ? T'as senti quoi ? Parce qu'on va l'enregistrer, ce truc-là, bientôt. Bah ouais, bientôt, on va le reprendre aussi, même à l'étranger. C'est cool. Ravi d'être là. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand Christophe joue, ça a l'air super facile, mais c'est super dur de suivre cette partition. Et ça a été tout le challenge de cette création. Donc c'est tout un ensemble. On était, je sais pas... 18 ou 16, ouais. Des bois, des corps. Ouais, on va dire 18, à mon avis, plutôt. Ouais, on était une 18aine. Et tout l'enjeu, c'était il y a Christophe, tu vas chercher la musicalité dans la voix parlée, magnifique musicalité de Kevin, mais aussi dans plein de choses, dans les chants des oiseaux, dans tout ce qu'on veut. Et ça fait une partition, une notation qu'on a à suivre, comme des musiciens de musique contemporaine très très difficile. Vous l'avez un peu vu, la partition dans la vidéo. Mais après, une fois qu'on a à peu près ça, tout l'enjeu, c'est de s'en détacher pour retrouver quelque chose qui marche. Et ça, c'était génial de t'avoir sur scène avec nous. Tu nous as bien emmenés à lâcher un peu, justement, cette notation, quoi. Voilà. Oui, c'est l'enjeu aussi, parce que les partitions de musique contemporaine, elles sont quand même compliquées. Il y a plein de mesures composées. Là, j'ai réussi à mettre tout en 4/4 et que ce soit un peu lisible. C'était ça. Moi, c'est ce que je ne savais pas si on y arriverait, mais le fait de mettre tout... en gros... J'ai trouvé un système pour que ce soit assez lisible, on va dire. Bon. Ça marche très bien. Bon. Et heureusement, merci. Mais merci à vous, c'était fantastique. Tu dis que c'était difficile, mais il y a un jeune percussionniste, donc j'avais prévu une partie de batterie, mais bon, il s'appelle comment déjà le vibra le percussionniste, tu sais, oui, qui joue du vibra, ouais. Corentin. Ouais. Et donc lui, il va oui, est-ce que je peux jouer ? Je veux pas jouer de la batterie, je pourrais jouer la partie là sur la Sorbonne. Et donc il arrive, le gars, mais premier tour, il met toutes les notes dedans. Un Jedi, ouais.
Incroyable, je les imagine dans leur chambre en train de bosser, c'est très émouvant. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est un ensemble de geeks, un peu miroirs étendus, mais quand même, sur ce projet, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on répétait entre nous en répétant ton texte, donc c'était une espèce de religion, où pendant 3 mois, on s'envoyait Césaire raconte le matin en texto. C'est parti loin, en fait, on n'était jamais allé aussi loin, quand même. Des bons verres d'oreille, ouais. Je sais qu'il y avait des personnes qui avaient des questions, alors peut-être sur l'expo, sur tout ça, sur... Moi, j'avais une question, c'est plus... donc, il y a un livre, vous faites une performance sur scène. Est-ce que vous envisagez de détailler plus certaines visites et de faire un album ou des choses plus longues? Parce que là, j'ai eu l'impression que c'était court, j'aurais eu envie d'en entendre plus. Budget, je te dis. Enfin, non, mais concrètement, j'ai bossé pas mal de temps là-dessus. Et c'est un des trucs qui m'a rapporté le moins de l'année, hein. Vraiment. C'est vrai, hein. C'est souvent comme ça, mais il y a des trucs que tu fais en 3 quarts d'heure et puis non, bah, j'avais pas. Non, mais concrètement, hein, c'est vrai, c'est ça. Hein. Enfin, et puis en même temps, ça fait des choses aussi. Ça fait faire des choix. J'ai des choses à dire. Là, c'est ma balade rive gauche, mais j'en ai d'autres. Voilà. Merci madame pour il a envie, l'idée. je pense. Hein. Raconte, t'as la balade rive droite, alors elle fait quoi comme chemin? Alors ouais, il y a vraiment l'image miroir de la rive gauche, c'est la balade dans le 18e entre Moulin Rouge et Château Rouge, qui commence avec les années 20, l'arrivée de Joséphine Baker et du jazz de façon plus globale, et donc une présence dans les années 20 et 30 dans l'entre-deux-guerres du jazz qui fait tache d'huile, de la folie des Afro-Américains, mais avec aussi l'arrivée de populations des colonies qui viennent travailler, donc la question des anciens tirailleurs, de la présence de gens qui viennent des colonies dans les années 20 et 30. On passe Montmartre pour parler justement du lien avec Paris, le cubisme, les arts africains, toutes ces choses-là. Et puis on finit à Château Rouge. Et plutôt du côté, bien sûr, il y a le côté assez, spectaculaire de Château Rouge, parce que une fois qu'on passe le boulevard Barbès, en fait, on arrive presque dans une autre ville. Et aussi de choses plus sombres à Château Rouge, comme l'église Saint-Bernard, qui est un endroit où on peut parler de la question de l'immigration, des sans-papiers, etc. Donc voilà, il y a la visite du 18e. Et puis depuis 2023, une nouvelle visite qui s'appelle la Seine Noire, et qui est entre Assemblée nationale et Musée d'Orsay, et qui est sur les enjeux de abolition de l'esclavage, statut de Colbert, statut de Thomas Jefferson, nom de rue qui change, nom de rue d'esclavagistes, etc. Et donc voilà, qui parle aussi de la présence de personnes noires à Paris dans les cours des 18e, 19e et 20e siècles. Voilà la question coloniale aussi. Il faut lancer un crowdfunding alors pour qu'on puisse avoir la suite. C'est ça, un crowdfunding, ouais. Pour répondre un peu plus sur ta question, j'avais mis en musique toute sa première partie sur le Panthéon, où il parle d'Alexandre Dumas, Carteron, il montre des caricatures, de Félix Éboué aussi, appelé par le général de Gaulle, pour sauver la France. Tu parlais de quoi d'autre? Après, il y avait la stèle. Bon, voilà, c'est vraiment une histoire de temps, parce que ça met du temps à répéter. Puis les gardes. Je sais pas si tu te souviens... Non, je dormais à ce moment-là, j'écoutais plus là, à ce moment-là. Non, mais parce qu'en fait, on filmait, et les gens du Sénat, tu sais, parce que c'est le jardin du Luxembourg, ils disaient non, mais il faut pas filmer. Oh, mais non, on filme pas. Et tu le fais 100 fois, donc ils doivent te connaître quand même. Est-ce que t'as déjà parlé du livre, je crois. Oui, donc le livre sort le 5 juin, c'est édité chez Face Cachée, c'est les 3 balades et un peu plus. C'est aussi des réflexions, des anecdotes, et c'est le fruit d'années de recherche. C'est aussi l'aide de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui m'accompagne depuis des années. Parce qu'en fait, je fais un podcast avec eux et je fais de la vulgarisation, donc je rencontre des spécialistes pour parler de livres en général liés à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Et ça m'a permis d'avoir... Alors, je suis pas historien, j'ai pas de doctorat ou quoi, mais ça m'a justement permis de rencontrer ces experts, ça m'a permis aussi d'avoir la matière un peu théorique pour pas juste dire « je pense ci » ou « je pense ça », mais avoir des choses à citer et puis des trucs qui sont aussi un peu... à la pointe en fait de la recherche sur les questions de présence noire, d'esclavage, de toutes ces choses-là. Fiona, est-ce que tu as des choses que ça t'évoque? T'as vu l'exposition ou pas?
Et non, pas encore. Je viens de rentrer à Paris. Incroyable. Je vais y aller. Ouais. Tu veux y aller? T'étais où? J'étais pas... Tu joues où? Je vais pas faire mon... Mais non, pour savoir. Mon agenda. Là, je rentre de vacances. Ah, ok. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Des questions? Ou est-ce qu'on... Ouais, d'autres questions? Oui? Quoi encore? Bonsoir. J'ai une question pour vous, Chassol. Pardon, je suis habitué à dire Chassol. Christophe. Vous avez parlé un peu de votre parcours, du classique, du jazz. Et j'ai pas une culture extrêmement vaste en musique, mais quand vous jouez ce que vous appelez des ultrascores, c'est ça, donc de doubler le réel comme ça, ça ressemble ni vraiment au classique, ni vraiment au jazz, ni vraiment à d'autres choses que j'ai déjà entendues. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de mettre des mots là-dessus, mais quand vous jouez ça, à l'intérieur, ça ressemble à quoi? Qui est différent du classique ou du jazz? Ouais, ça fait quoi de jouer ça? C'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que mon père, qui était un amateur, saxophoniste, clarinettiste amateur, conducteur de bus, qui nous faisait travailler très rigoureusement chaque jour, nous disait il faut dire les notes, quoi que vous chantiez, quoi que vous jouiez, dites le nom des notes. Ce qui fait que donc, on a développé une bonne oreille. Et donc il y a un sentiment de... très satisfaisant en fait quand on jouait ça. Ça veut dire ça match quoi. C'est hyper agréable comme un engrenage, comme tu vois les vidéos satisfaisantes, une presse hydraulique qui tout ce genre de choses. Ça fait ce genre d'effet quoi. D'accord. Ouais, c'est le plaisir de mettre les notes en face des bruits, pile en face quoi. Ouais, ça. Ok. Merci. Des verres d'oreille aussi. Ouais. Et du coup, pardon, en haut, c'est quoi tes bruits préférés? Les bruits préférés, les bruits préférés. Bon, j'aime bien quand ça crépite hein, aussi. J'aime bien quand ça crépite. Je peux te dire ceux que j'aime pas en revanche. Ah oui, vas-y. Oui. Parce que, comme beaucoup de monde, en fait, j'adore les oiseaux. Vraiment les oiseaux, j'adore, mais j'arrive pas avec le pigeon. Et je n'arrive pas avec la prof de français sur le tableau, quoi, avec les ongles. Voilà. La variété aussi, les chansons d'amour de variété. Quoi d'autre? Non, sinon, c'est pas mal de s'intéresser au son, d'écouter plus que d'entendre. Ce qui fait que, par exemple, on n'est jamais trop dérangé par un marteau-piqueur, ce genre de choses. On les écoute, on regarde ce qu'ils font. Voilà. Il y a des rythmiques qui se passent, plusieurs notes dans une aération, tout ça, c'est agréable. Est-ce que il y a des choses que tu veux dire comme ça? Moi, j'aurais été curieuse d'avoir ton ressenti de l'exposition, mais t'es pas du tout obligé de le partager. Une autre chose que je voulais dire, c'est que ce que j'apprécie beaucoup dans le fait que Kevin devienne un merle grâce à toi, c'est quand même qu'il y a une dimension vraiment mnémotechnique aussi dans ce que tu fais. Et donc j'adore l'idée effectivement que ce soit qu'il y ait la possibilité de mémoriser cette histoire, parce qu'on a besoin que effectivement elle rentre dans la tête de beaucoup de monde et beaucoup de Français. Et donc voilà, c'est une vertu importante de ce projet. Et voilà. Sur l'expo, j'y suis allé après le vernissage pour un peu... là, comme ça, j'ai pas grand-chose à te dire, non. À part... attends, j'avais prévu en plus des choses à te dire, mais je les ai oubliées. Il y a une fresque... non, il y a un triptyque qui m'a beaucoup... Non, j'aurais rien à te dire de particulier, là. De très bien. Mais allez-y, c'est super. C'est vrai en plus, parce que c'est bien. Non, moi j'ai plein de choses à dire sur l'expo. Non, moi j'ai plein de choses à dire sur cette expo qui est ultra forte et qui aurait dû arriver 5 ou 10 ans plus tôt. C'est le seul bémol. Mais en vrai, moi ce que je ressens, et j'en parle en fait dans la toute fin du livre, où je dis que au-delà de l'expo précisément, mais c'est le concept de Paris Noir qui faisait un peu ricaner.
Et que le fait qu'une institution comme le Centre Pompidou arrive et décide de prendre en main en fait cette question de oui, Paris a été un endroit assez incontournable pour plein d'artistes noirs. Alors là, en l'occurrence, c'est des peintres, etc. Mais de façon plus large, ce que Paris a été pour la question noire dans le développement et tout, je le ressens aussi dans l'expo. Et moi, je ne suis pas du tout un expert, par exemple, de l'art abstrait, etc. Mais vraiment, la première partie de l'expo avec les images d'archives de tous ces personnages dont je parle, les Chester Himes et William Garner Smith, les James Baldwin, etc. Et puis ensuite des Césaire, des Glissants, etc. C'est vraiment... Enfin, ça ne devrait pas être une expo temporaire, ça devrait être quelque chose de permanent où on aurait le droit, pour les guides conférenciers, pour les enseignants, etc., d'emmener les gens découvrir cette question du Paris noir, quoi. Quand le musée du Paris noir, ça c'est encore un autre sujet, mais ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est dans sa dimension permanente qu'on a pensé l'exposition, puisqu'on a aussi utilisé comme une campagne d'acquisition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un musée, c'est avant tout une collection. Et la forme de l'exposition, sa dimension aussi de programme, sa dimension de cartographie, et sa dimension panoramique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes, qu'il y ait effectivement 150 artistes, 350 œuvres. Donc cet effet de masse, c'est pas pour impressionner, c'est pas pour justement faire événement et cocher une case, mais vraiment au contraire montrer et inciter, inspirer la recherche, les étudiants, les universités, les musées, de déplier ces trajectoires et de leur donner une place, d'acquérir des œuvres. Et on a utilisé l'expo vraiment comme une campagne d'acquisition. On a créé un fonds d'acquisition dédié. Et c'est évidemment un travail en cours et qui ne va certainement pas s'arrêter ici. Et ces acquisitions, elles viendront aussi redéfinir le parcours permanent du musée à sa réouverture, puisque le musée va fermer pour travaux et va se redéfinir, se reconstruire. Sur plusieurs sites, c'est ça. Le temps des travaux, Pompidou continue, mais pas au centre, mais à travers d'autres institutions. Ouais, on va diffuser la collection dans beaucoup de lieux, à Paris, notamment au Grand Palais, et puis dans beaucoup de musées en région, et puis à l'international. Mais peut-être aussi une chose qu'il faut dire sur la dimension... c'est vrai que Paris Noir, tel que vous le racontez, c'est très Caraïbes, États-Unis, mais effectivement, il y a aussi une grande présence africaine à Paris. Et c'est vrai que ça me permet juste d'annoncer un autre événement Éco Paris Noir, puisque c'était aussi, comme Paris est un des personnages, l'ambition du projet, c'était aussi de se déployer dans la ville et d'activer ces lieux qui ont fait l'histoire de ce Paris Noir, et puis bien sûr les lieux du présent aussi qui reprennent, qui réinventent cette histoire. Vendredi soir, au Centre Wallonie-Bruxelles, pas très loin d'ici, il y aura une soirée dédiée à Bernard Dadier, un des fondateurs de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier, qui était aussi... dédié à Dadier. Dédié à Dadier. Je sens qu'une nouvelle œuvre va naître. Et qui fait aussi partie, qui était aussi présent lors du congrès des artistes et écrivains noirs de 56. Et ce sera une soirée dédiée notamment à son théâtre. Donc je vous invite vraiment à venir vendredi soir. Non, parce que je me permets, mais en fait, moi j'ai découvert son travail il y a quelques années grâce à Laurie Pezeron qui a son book club qui s'appelle Read, et elle m'avait invité, et c'était pour en parler de son roman Un nègre à Paris, qui est génial. Et donc je pense que ça se passe dans les années 50, et alors c'est pas forcément lui, mais le narrateur est un Africain hyper érudit et qui vient à Paris pour la première fois et qui se balade et qui donc pose son regard sur la ville de Paris en tant qu'un peu justement une sorte de nerd d'histoire et de culture, mais il le fait sans être impressionné en fait. Il a un certain flegme sur le truc, et vraiment c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il a été centenaire, je crois. Oui, c'est ça. Type extraordinaire. On a un spécialiste dans la salle, mais je ne veux pas l'intimider. Donc on va rejouer la pièce avec Kevin qui va en live, du coup, qui va la faire. C'est une blague, Bon, merci à tout le monde, merci à la Maison de la Poésie de nous avoir invités, merci à Olivier, à toute l'équipe qui nous a accueillis cet après-midi, merci à tout le monde, merci à vous d'être venus. Ça
fait plaisir. Merci à toi, à Kevin, Donna, Alicia Nock, Fiona Mombay. Fiona, il y a des concerts de Miroir étendu bientôt? Ouais, demain. À Rouen. Quel est le programme? Non, mais, là, on est sur Graal Théâtre de Sariao, qui est une pièce très contemporaine de Finlande. Et Peer Gynt, réarrangé dans une version complètement modernisée. Et après, c'est l'automne et c'est avec toi. Voilà. Super, ça fait plaisir. Et toi, Christophe, tu veux pas dire un mot de ton prochain projet? Aussi, je peux vous dire, bon, là, on est sur une partie filmée des comédiens de stand-up à Chicago, New York, LA, et on les met en musique. Voilà. Et ça va s'appeler Funny How. Funny How. Là, on a bien avancé. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt.